Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci, Dr. Berbedj. Chers confrères, honorable assistance, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, on remercie le bureau de notre association pour cette excellente organisation et aussi le fait de m'accorder cette occasion pour vous présenter notre travail intitulé Le diabète gestationnel, la situation HF. Comme vous savez, le diabète gestationnel, c'est un problème de santé publique, vu les morbimortalités fœto-maternelles. Il faut savoir aussi que selon les données de l'ADF de 2025, alors concernant, on a enregistré en 2024 118 millions gestantes. Parmi ces 118 millions, il y avait 23 millions qui représentent 19,7% des patientes qui ont présenté hyperglycémie pendant la grossesse. Et parmi ces hyperglycémies pendant la grossesse, il y avait 80% de diabète gestationnel. Alors le but de notre présentation aujourd'hui, c'est de mettre en évidence la particularité de notre population. Ce n'est pas population de Chenef, mais dans notre population en tant qu'Algérien. Est-ce qu'il y a une différence en matière des critères ou des facteurs de risque, les critères diagnostiques et même concernant la prise en charge? C'est ça, grosso modo, le but de cette communication. Et on va commencer par les facteurs de risque. Comme vous savez, on a des facteurs de risque classiques. On a l'âge, qui est un facteur non modifiable. Et on voit clairement, selon les mêmes données de l'ADF, il y a une relation proportionnelle entre la prévalence de diabète et l'âge. Alors, selon les données statistiques, l'âge moyen du mariage d'une femme algérienne, elle est aux alentours de 30. Donc, on est dans cette situation de 23,5%. Donc, on est un petit peu plus par rapport aux statistiques à l'échelle mondiale, qui est aux alentours de 19%. Et l'âge moyen de notre population, qui a été étudié ici à HLEF, elle est de 33%. Donc, on reste toujours dans cet intervalle qui est de 23%. Le deuxième facteur de risque qui est très important, c'est l'obésité. Il faut savoir, selon les données de l'Atlas mondial de l'obésité, qu'actuellement, on a plus de 1 milliard d'individus dans le monde qui souffrent de cette maladie qui est l'obésité avec un BMI supérieur à 30. L'Algérie fait partie de cette pandémie et selon les mêmes statistiques, l'Algérie occupe, comme vous voyez, la 16e place avec une prévalence de 73% de poids pathologique, c'est-à-dire un BMI supérieur à 25. Alors, maintenant, les chiffres qui sont vraiment alarmants, c'est ce chiffre-là. Les prévisions de 2035, c'est-à-dire dans 10 ans, 50% des Algériens vont souffrir de cette maladie. Obésité, c'est-à-dire BMI supérieur à 30, pas un BMI pathologique, mais une obésité. Alors, si on a quelque chose à faire, c'est dès maintenant. On a vu les deux premières présentations concernant la prise en charge, le diagnostic et la prise en charge de l'obésité. Alors, dans notre population, le BMI moyen était de 30,7. Donc, c'était une obésité. Alors, le troisième facteur de risque, c'est les antécédents familiaux de diabète gestationnel ou de macrosomie. Et le quatrième facteur de risque, qui est la génétique, les antécédents familiaux de diabète. Alors, si on va résumer les 4 facteurs de risque, on voit qu'en première position, c'est le BMI qui est supérieur à 25, 87%. En deuxième position, c'est les antécédents familiaux avec 67%. Les antécédents personnels de diabète gestationnel ou de macrosomie, 53%, et l'âge, 42%. Mais la particularité dans notre population, on a d'autres facteurs de risque qui ne sont pas négligeables et qui sont responsables de l'apparition, probablement responsables de l'apparition de cette entité qui est le diabète gestationnel. On a en premier lieu les écarts diététiques, observés surtout au cours du premier trimestre de la grossesse sous prétexte l'ouham. Donc les hommes savent très bien ce que ça veut dire l'ouham, parce qu'ils savent très bien les dépenses derrière ça. Alors, le deuxième facteur de risque, qui est la sédentarité. Alors, ce qui nous a poussé à penser à ces deux facteurs de risque comme un facteur de risque très essentiel dans la genèse de cette maladie, c'est que dans un travail qui a comparé le diabète gestationnel précoce par rapport au diabète gestationnel classique, c'est-à-dire le diabète gestationnel précoce avant 24e semaine, dans notre travail, ce qui est bizarre, on a remarqué que 55% de notre population présente un diabète gestationnel précoce. Le deuxième élément, c'est qu'il y a uniquement 33%
on a le recours à l'insulinothérapie. Par contre, les 2 tiers ont très très bien répondu aux mesures génodiététiques. Donc le fait de corriger les erreurs diététiques, on a obtenu des résultats. Donc c'est 2 facteurs de risque qui ne sont pas négligeables et qui participent à la genèse de cette maladie. Alors maintenant, on a terminé avec les critères diagnostiques. Donc quelle est la particularité de notre population concernant les critères diagnostiques? Il faut savoir que pendant plusieurs années, il n'y avait pas un consensus concernant les critères diagnostiques du diabète gestationnel. Donc, il y avait les critères de l'ADA pour les Américains, il y avait les critères de l'Organisation mondiale de la santé, il y avait les critères de NICE pour les Britanniques, il y avait les critères de l'AFEDEAM pour les Français. Alors, jusqu'à l'arrivée de l'étude APO. L'étude APO, c'est une étude multicentrique qui a commencé en 2000, la publication a été en 2008, et dans cette étude, c'est une étude multicentrique qui a vu la participation dans 9 pays dans le monde, avec 15 centres différents. Il n'y a qu'un seul pays arabe qui a participé à cette étude. Vous savez, c'est quel pays? Non? Non, c'est Palestine. Palestine. C'est le seul pays dans le monde arabe qui a participé dans cette étude. Mais malheureusement, ce ne sont pas ces femmes-là qui ont participé à cette étude. Mais ce sont des femmes qui ont donné naissance à ces terroristes qui étaient responsables d'un génocide jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Mais, كما قال الله تعالى merci. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نطلب ربي في هذه الجمعة أنه يرحم موتاهم يشفي مرضاهم وينصرهم على عدوه وعدوهم. Alors, on va revenir à notre travail, à l'étude APO. L'étude APO qui est une étude multicentrique qui a regroupé plus de 23 millions de gestantes. Alors, les critères diagnostiques, ils ont tracé, le but de ce travail, c'est d'essayer de faire un consensus concernant les critères diagnostiques parce que jusqu'à l'heure de la publication, il n'y avait pas des critères diagnostiques universels. Alors, et là, ils ont décidé d'analyser les critères qui sont les complications du diabète gestationnel. Il y avait la césarienne, il y avait la macrosomie, il y avait la mesure du peptide C au niveau du cordon ombilical, et il y avait le risque hypoglycémie néonatale. Et après analyse de ces 4 critères, donc on a proposé ce qu'on appelle les nouveaux critères diagnostiques, et on a baissé le seuil de la glycémie à jeun de 0,95 à 0,92. Donc à partir de ce moment-là, à partir de 0,92, la patiente est considérée comme avoir un diabète gestationnel. Mais les États-Unis, et à partir de là, on a établi ce qu'on appelle les recommandations de la société EADPSG, qui a adopté les mêmes critères pour dire que voilà, ce sont des critères et qui sont actuellement universels. Mais les Américains, jusqu'à la publication de 2025, ils ont adopté les critères, mais ils ont laissé le choix aux praticiens. Soit de travailler avec les nouveaux critères de 0,92, soit de garder les anciens critères et avec une glycémie à jeun à 0,95. Autrement dit, pour une patiente qui a 0,94 aux États-Unis, donc si elle consulte un médecin qui est convaincu par les nouveaux critères diagnostiques, donc c'est un diabète gestationnel. Par contre, si consulte un médecin qui n'est pas convaincu par les critères diagnostiques, et c'est là, donc la patiente est considérée comme normale. Ce qui nous a poussé à analyser cette entité, évaluation des patients qui ont une glycémie entre 0,92 à 0,95 et voir est-ce qu'il y a un bénéfice, le fait de prendre en charge cette entité. Donc, en matière statistique, il n'y avait pas une différence significative, il n'y avait pas un intérêt statistique de prendre en charge cette population. Alors, malgré qu'on a augmenté le risque, c'est-à-dire si on va prendre le chiffre, on a baissé de 0,03 et cette baisse de 0,03 a augmenté de 14% le pourcentage du diabète. Et au cours de notre discussion avec M. Emmanuel Cosson, professeur Emmanuel Cosson, qui est un leadership en diabète gestationnel,
Donc, c'est lui qui a publié Diabète et grossesse dans l'encyclopédie médico-chirurgicale de l'endocrinologie. Alors, j'ai discuté sur ce point qu'il n'y avait pas vraiment un bénéfice, mais il m'a conseillé que finalement, vous avez pris en charge cette entité. Donc, on a instauré des mesures hygiéniques. Donc, ça pourrait que cette prise en charge au début, qui a évité d'avoir de tirer cette conclusion pour dire qu'il n'y a pas un bénéfice. Donc, c'est l'idéal de faire ce qu'on appelle une étude comparative, randomisée, entre des patientes qui ont une glycémie inférieure à 0,95 et des patientes qui ont inférieure à 0,92 et de voir est-ce qu'il y a un intérêt. Mais pour lui, est-ce que c'est éthique de laisser une patiente entre 0,92 et 0,95 sans traitement et dire que voilà, on va réaliser une étude alors qu'on a des bases scientifiques que finalement il y a un intérêt de prendre ces patientes-là. Alors ça, concernant les critères diagnostiques, donc je ne vous conseille pas de prendre 0,95, donc on est obligé, mais ça, c'est une proposition pour pousser l'ensemble à réaliser ce qu'on appelle des critères non propres à notre pays pour savoir est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de prendre en charge cette entité. Donc, on va revenir surtout les recommandations de l'EAD-PSG et qui vont parler des recommandations concernant les diagnostics et en même temps la classification. Parce que dans l'étude APO, on a dit que finalement, si vous avez une patiente qui a une glycémie à jeun supérieure à 1,26 ou égal ou supérieure à 26, ou une HGPO 2 heures après supérieure ou égale à 2 grammes, donc probablement, c'est pas probablement, mais c'est un diabète type 2 méconnu, diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse. Et là, ce qui nous a poussé aussi d'analyser ces patientes-là pour dire que le diabète avéré, diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse, est-ce que c'est un mythe, est-ce que c'est un mythe ou réalité? Et là, quand vous voyez, dans notre travail, on a remarqué que finalement, le risque de garder un diabète en postpartum est 4 fois plus par rapport à l'autre population. Donc, par rapport aux populations qui ont une glycémie inférieure à 1,26, une AGPE 2 heures après inférieure à 2 grammes. Mais, le plus important, il y a uniquement 57% qui ont gardé, pas uniquement, c'est uniquement 43% qui ont gardé un diabète en postpartum. Donc, 57%, il y avait soit une glycémie normale, soit un prédiabète. Donc, c'est un message pour nous, c'est-à-dire si vous avez une patiente qui a une glycémie à jeun supérieure à 26 ou une AGPE supérieure à 2 grammes, vous ne pouvez pas dire que, voilà, vous êtes diabétique. Pourquoi? Parce qu'on est déjà dans une situation de stress, qui est la grossesse. On va ajouter à ça le diabète gestationnel, donc c'est un stress supplémentaire. Alors imaginez-vous que vous allez dire à cette patiente que vous allez garder le diabète après, alors qu'on n'est même pas sûr, parce qu'on a vu qu'il y a uniquement 43% qui gardent un diabète après l'accouchement. Alors ça, concernant, quand vous avez vu les critères, les facteurs de risque, les critères diagnostiques, et maintenant, on va passer au traitement. Est-ce qu'il y a une particularité dans notre population concernant le traitement? Puisqu'on a dit qu'il y a 3 facteurs de risque. Il y a l'obésité, il y a les écarts diététiques, il y a la sédentarité. Donc finalement, ce sont des patientes qui répondent très bien aux mesures hygiéno-diététiques. La preuve, dans notre travail, il y avait uniquement 33% qui ont nécessité une insulothérapie. Mais grâce à quoi? Grâce à notre équipe, on travaille avec 2 nutritionnistes qui font un travail extraordinaire. Le but du nutritionniste, ce n'est pas d'élaborer un discours stéréotypé, de voir pour toutes les patientes, c'est de faire ce qu'on appelle une enquête nutritionnelle. C'est de voir quelles sont les failles ou quelles sont les lacunes en matière de l'alimentation chez cette patiente. Et essayer d'élaborer, de proposer une solution pour éviter cet écart, cette hyperglycémie pendant la grossesse. Et finalement, comme vous avez vu, donc il y a 2 tiers qui ont très très bien répondu avec le taux de macrosomie dans notre travail, c'était aux alentours de 18%. Ah, maintenant, la nutritionniste joue un rôle très important dans la prise en charge. Pourquoi? Dans une enquête qui a été réalisée toujours à HLEF pour savoir l'éducation thérapeutique, l'intérêt du nutritionniste dans la prise en charge du diabétique, alors on a, à travers un questionnaire qui a regroupé près de 180 patients, entre hommes et femmes, 92% des patients estiment que le médecin a consacré moins de 5 minutes pour parler du traitement diététique. Donc,
parler de 5 minutes d'un traitement qui est la base de la prise en charge des diabétiques, donc vous savez très bien que c'est un échec dès le début. Alors, maintenant, les caractéristiques des patientes qui ont bénéficié d'une insulothérapie. Alors là, si vous voyez, concernant les critères diagnostiques, vous voyez que la glycémie à jeun moyen, elle était de 1,35. Donc, ce sont des patients qui ont présenté une glycémie trop élevée. Que ce soit la glycémie à jeun, 2 heures après, 2,54 versus 1,80, ou même 120, 1,98 versus 1,40. Et ce sont des patients qui ont plus de risques de garder un diabète en postpartum. Donc, le risque est multiplié fois 5, comme vous voyez. Donc, et là, on arrive à la conclusion, c'est le fait de réaliser nos propres travaux pour essayer d'élaborer ce qu'on appelle des critères diagnostiques ou une stratégie diagnostique et même thérapeutique spécifique à notre communauté. Donc, on propose aussi que ce soit une prise en charge multidisciplinaire, parce qu'on a vu tout le travail qui a été réalisé et tout l'effort qui a été fourni pour essayer d'équilibrer les patientes, mais malheureusement, 54% ont été césarisés, dont 29% sans indication médicale. Lorsqu'on a questionné la patiente, pourquoi vous avez été césarisé, donc pour les patientes, ils m'ont dit que voilà, vous êtes diabétique. Donc il n'y avait aucune indication, le poids était normal, il n'y avait pas vraiment une indication à la césarienne. Donc, et puisqu'on a une augmentation de taux de césarienne, alors qu'on se rappelle très bien concernant en Algérie, et se rappelle très bien concernant les critères qui ont été pris pour tracer les critères diagnostiques, on a vu qu'il y avait le taux de césarienne. Donc la question qui se pose, si on a une patiente qui va bénéficier d'emblée d'une césarienne, est-ce que c'est logique de garder les mêmes critères diagnostiques? Autrement dit, si on écarte la césarienne, est-ce qu'on va garder les mêmes critères diagnostiques? Et merci pour votre attention. Merci, docteur Nassri. Alors, restez ici. J'invite professeur Berkane Saleh. Il est parti. Docteur Mouzaoui, s'il vous plaît. Le débat.